Et puis, on va pouvoir appeler Madame Corinne Houlier et Madame Claire Devilliers pour ce rendez-vous tant attendu. Le jour J, ça y est, on y arrive, être au top de ses capacités. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Eh ben, heureux de vous accueillir pour cette nouvelle webconférence. Je vous laisse bien sûr le document et puis on répondra très certainement à des questions plutôt en fin de conférence. Comme prévu, ça dure 1h20 et à tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais laisser Claire commencer parce que c'est Claire qui démarre cette fois-ci ce numéro. Ah ben voilà, j'allais dire, il nous manque que le support, mais non, c'est parfait. Alors, écoutez, ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Corinne. Et donc, on est sur le second rendez-vous sur cette thématique de relever un challenge, bien préparer sa tête et son corps. Donc, comme le disait, je pense, Alexandre tout à l'heure en introduction, on est là dans le cadre, pour ceux qui n'ont pas encore suivi le premier épisode, dans le cadre de différents types de challenges. On a choisi volontairement avec Corinne et la MMJ d'ouvrir le sujet sur différentes choses, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur des épreuves ou des challenges sportifs, alors plus ou moins, parce qu'effectivement, Anthony, la semaine prochaine, nous fera part de ses exploits assez fous, mais voilà, ça peut être des objectifs tout à fait plus à ma hauteur, par exemple. Je ne sais pas toi, Corinne, en termes d'épreuves sportives, mais enfin... J'ose même pas partager mes objectifs. Ouais, c'est ça. Moi, ça se résume en ce moment à essayer de marcher une demi-heure par jour. Vous voyez que ce n'est pas non plus extraordinaire. Voilà, donc à la fois des choses sportives comme des échéances type des concours, des examens, ou une grosse échéance professionnelle. Enfin, ça peut vraiment être des choses de tout ordre, à la fois physique et purement intellectuelle. Voilà, donc la semaine dernière, on vous a donné un maximum de conseils, je l'espère, pour vous préparer vraiment en amont. Donc là, ça peut être vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois en amont pour relever une épreuve. Encore une fois, Anthony nous partagera son expérience la semaine prochaine. Et lui, quand il s'attaque à un sommet plutôt, un sommet comme le Kilimandjaro, il s'y prend pas un mois avant. Je pense que c'est plutôt de l'ordre d'1 an avant. Donc voilà. La semaine dernière, on était vraiment sur quelque chose de fond, sur cette notion de renforcer son terrain, nous donner toutes les pleines capacités pour être en bonne forme. Et là, aujourd'hui, on se rapproche beaucoup plus de l'échéance et on va parler de ce jour, le jour J, où on va être amené à relever le challenge. Et moi, on va prendre dans la chronologie, je vais commencer et je vais repartir un tout petit peu en arrière et se positionner, on va dire, 2 à 3 semaines avant l'échéance, notamment pour parler de ce qu'on peut faire pour accompagner on va dire globalement ce qui peut se passer autour du stress. Après, chacun fonctionne de façon différente, mais globalement, on a souvent une montée de stress quand, évidemment, l'échéance se rapproche. Quand c'est 6 mois plus tard, on a l'impression qu'on a encore le temps. Et voilà, en tout cas, 2-3 semaines avant, on peut sentir qu'il y a une petite pression qui se met en place. Voilà, donc moi, je vous donnerai plusieurs éléments de réponse et de soutien pour vraiment cette notion de mise en énergie. Je vais avancer pour vous donner le sommaire, voilà. Gérer son énergie, donc 2 à 3 semaines avant, gérer aussi son émotionnel, comment on peut stabiliser tout ça. Corinne, je te laisserai ensuite la parole. Corinne, ça sera la spécialiste pour vous forger un mental d'acier le jour J et j'allais dire écraser les adversaires, mais pas forcément. Mais... Mais ça peut. Ça peut, voilà, si on est sur un concours ou une épreuve sportive, on est quand même en concurrence, mais pas forcément, mais en tout cas vraiment ciblé sur être mentalement, vous sentir solide et fort. Et puis je conclurai un peu plus rapidement quand même sur cette phase qu'il ne faut pas oublier, qui est celle de la récupération. On peut avoir tendance à tout lâcher une fois que l'échéance est passée, mais c'est quand même important, c'est surtout quand on parle par exemple de grosses échéances sportives, c'est pas des choses qui sont anodines pour l'organisme, donc c'est quand même important de passer un tout petit peu de temps sur cette phase d'après et se dire qu'est-ce qui serait important que je fasse pour me récupérer au mieux. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec cette première partie, donc pour gérer son énergie, dans l'objectif de vraiment, le jour J, vous mettre toutes les chances de votre côté pour être vraiment en pleine possession de votre efficience, qu'elle soit physique ou mentale.
Alors, je vous disais que j'avais choisi de remonter quand même un tout petit peu en amont du jour J, c'est-à-dire 3 semaines avant, 21 jours avant l'épreuve, notamment pour vous parler un petit peu de cette sphère plus émotionnelle. On sait bien que voilà, notre mental, c'est plus ou moins notre ami ou plus ou moins notre ennemi. Et donc, je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, on peut sentir, enfin, en tout cas, par exemple, moi, ça peut être mon cas, d'avoir vraiment un pic de stress, effectivement, environ 3 semaines avant, où voilà, on a encore le temps, mais on commence à sentir que ça se rapproche, etc. Et donc là, potentiellement, voilà, on peut être un petit peu dérangé par des états émotionnels qui ne sont pas forcément très porteurs. Alors, c'est un outil dont j'ai déjà parlé pour ceux qui ont suivi d'autres webinaires par le passé. C'est un outil que j'utilise beaucoup en cabinet en tant que naturopathe, qui est celui des fleurs de bac. Donc, les fleurs de bac, ce sont des élixirs floraux. Donc là, on est sur quelque chose qui va travailler vraiment spécifiquement sur la sphère émotionnelle. Sur le principe, c'est pas tout à fait pareil, mais sur le principe, on serait plus proche du principe de l'homéopathie, dans le sens où ce sont des macérats de fleurs qui vont être très dilués. Donc on est vraiment beaucoup plus sur l'idée, comme en homéopathie, du support de l'information qui va rester dans les fleurs de bac. Donc le Dr Bach, rapidement pour ne pas vous faire toute l'histoire, mais le Dr Bach a donc défini 38 fleurs. Et donc, ces 38 fleurs correspondent en fait à des états émotionnels bien particuliers. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va identifier une ou éventuellement plusieurs fleurs qui pourraient faire résonance avec la personne dans l'idée où en fait cet état émotionnel auquel ça correspond, on va dire, est un petit peu déséquilibré. Donc, donner la fleur à quelqu'un va permettre de remettre un petit peu la personne en équilibre dans cet état émotionnel bien particulier. Alors, je fais vite, hein, parce qu'on pourrait en dire beaucoup plus sur les fleurs de bac. Là, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous en citer quelques-unes. Alors, idéalement, on est bien d'accord que ce sont des choses qui se conseillent de façon individuelle, par quelqu'un, évidemment, qui les connaît. C'est très difficile de se les auto-conseiller. C'est-à-dire que même moi, qui connais évidemment bien les fleurs de bac, puisque je les conseille, quand j'ai la sensation que j'en ai besoin pour moi, je vais plutôt demander à quelqu'un d'autre. Voilà, je vais lui expliquer un petit peu dans quel état d'esprit je suis et voilà, la personne va me conseiller la fleur qui lui semble la plus appropriée. Donc ceci dit, j'ai quand même choisi d'en mettre 5 ici en avant qui peut-être pourront vous parler dans un contexte comme celui-ci. Alors la première, Mimulus, ça fait partie des fleurs qui appartiennent à la catégorie des peurs. Donc ça, Mimulus, c'est assez facile à identifier. C'est donc une fleur de la peur, mais il faut que cette peur soit une peur que vous puissiez identifier. C'est-à-dire, vous devez pouvoir dire, bah, là, je ressens de la peur parce que. S'il n'y a pas de parce que, Mimulus ne va pas pouvoir correspondre à cet état émotionnel. C'est des peurs précises. Donc là, dans un contexte comme ça, je ne sais pas, ça peut être... alors si on se met dans un contexte d'épreuves sportives, je ne sais pas, on en parlera avec Anthony aussi la semaine prochaine, qui prépare des trails, des ultra-trails même. Bah voilà, imaginons, vous connaissez un trail et puis un passage vraiment bien particulier, c'est celui-là qui vous fait faire des cauchemars parce que vous savez précisément que cet endroit-là, vous en avez peur. Ou alors, si c'est quelque chose de plus de l'ordre d'un concours, vous savez que vous allez avoir une épreuve orale, et là, vraiment, c'est l'oral, vous avez peur de perdre vos moyens, etc. Il faut que vous puissiez identifier. Si c'est ça, alors Mimulus sera tout à fait indiqué. La deuxième que je voulais mettre en avant, c'est Rock Rose. On est sur un stade au-dessus en termes d'intensité de peur. On est vraiment typiquement là sur la fleur des peurs paniques. Donc, il faut là que vraiment vous sentiez complètement dépassé, complètement débordé par un état de stress, voire des crises d'angoisse. C'est tout à fait possible. Hein. Si vraiment vous sentez que c'est de cet ordre-là, Rock Rose sera vraiment approprié. Je fais des cauchemars aussi, je l'indique, parce que effectivement, c'est la fleur. Alors, c'est une fleur qui va très bien pour les enfants aussi, enfin, dans un autre contexte. Mimulus aussi, d'ailleurs. Pour la peur des monstres sous le lit, par exemple. Mais Rock Rose, voilà, c'est les cauchemars, vous vous réveillez, voire même des terreurs nocturnes. Hein, il y a des personnes qui peuvent vivre ce genre de choses. Quand vraiment ça prend des choses dans ces proportions-là, c'est plutôt Rock Rose. Mimulus ne sera pas d'une intensité suffisante. Alors, troisième fleur, là, on est sur autre chose. Rockwater, c'est la fleur qui va correspondre aux gens qui sont d'une nature plutôt très structurée, très organisée. Mais là, ça commence un petit peu à se rigidifier. Et donc là, par exemple, dans le cadre, quelques temps avant une épreuve, vous êtes fait un super programme, mais c'est tellement
tout est tellement prévu que ça en est presque étouffant en fait. Vous avez vraiment l'impression que là, ça devient beaucoup trop rigide. Il y a la notion aussi d'être très exigeant avec soi-même. Souvent, c'est des profils très perfectionnistes, exigeants, avec un fond d'insatisfaction constamment latente en fait. Donc dans ce cadre-là, Rockwater, c'est vraiment la fleur qui va vous apporter un peu de souplesse, un peu de respiration, et vous dire ok, voilà, on se détend, ça va bien se passer, et je relâche un petit peu du lest parce que j'ai mis un cadre qui est trop figé, on va dire. Alors, quatrième fleur, ça c'est une fleur que j'ai vraiment l'habitude de beaucoup conseiller. J'en ai parlé, j'allais dire je pense, mais non, je suis sûre, j'en ai parlé sur le webinaire des émotions et notamment le volet sur la confiance en soi. Je vous ai pas remis les liens de replay, mais vous avez tous les cycles précédents qu'on a déjà animés avec Corinne sur la chaîne de la MMJ. Et donc l'arche, c'est effectivement la fleur, globalement, la fleur de la confiance en soi. Mais la confiance en soi, quand c'est vraiment, vous avez vraiment la peur de ne pas être à la hauteur de ce que vous devez accomplir. Ça peut même aller, cette peur de ne pas être à la hauteur, jusqu'à vous couper l'herbe sous le pied, entre guillemets, et puis faire en sorte faire que finalement, vous n'osez même pas aller relever des challenges parce que vous êtes complètement figé par cette peur de ne pas y arriver. Donc, si vous êtes là-dedans, ça, c'est vraiment une fleur qui peut vous soutenir et vous donner vraiment une fondation plus solide en termes de confiance en vous. Pardon. Dernière fleur, Elme. Alors, c'est aussi quelque part une fleur qui va vous donner de la confiance, mais on n'est pas tout à fait sur le même registre. C'est-à-dire que Elme, le profil Elme, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas confiance vraiment en ses capacités, c'est plutôt la peur de ne pas réussir à faire tout ce qu'elle doit faire. C'est vraiment la notion de je me sens à un moment donné écrasée par tout ce que j'ai à faire, et là j'ai peur de pas réussir à faire tout ce que je dois faire pour être prêt, par exemple là dans le cadre d'une épreuve. Donc il y a quand même une nuance, c'est vraiment pas tout à fait le même profil entre l'arche et Elme. On est autour de cette notion de confiance, mais l'arche, on est vraiment, c'est soi avec soi, où on a peur en termes de capacité de ne pas être à la hauteur, alors que Elme, c'est on s'en est mis peut-être un peu trop, ou on s'y est pris trop tard, enfin voilà, on se retrouve en tout cas dans un contexte où on a peur de ne pas réussir à tout faire. Voilà, alors la liste n'est pas exhaustive, c'est ce qui m'a paru les fleurs potentiellement appropriées dans ce genre de contexte. Ce qui est important, c'est de vous interroger un petit peu sur cet état émotionnel que vous vivez. Si l'une de ces fleurs vous a parlé, ou si vous connaissez, ou si quelqu'un vous en conseille, je vous remets ici la façon dont on les utilise. Donc, fleurs de bac, c'est des petits flacons compte-gouttes, en fait, avec chaque fleur un flacon. On peut aussi faire certaines dilutions, il y a des pharmacies qui le font, ou alors certains laboratoires où vous pouvez faire votre propre composé avec plusieurs fleurs. En tous les cas, vous en prenez, c'est des cures de 3 semaines. Vous en prenez 3 gouttes, toujours diluées dans un verre d'eau. Après, ça peut être aussi toutes les gouttes sur une même journée dans une bouteille d'eau. Mais en tout cas, il faut toujours que ça soit dilué dans de l'eau. Moi, j'aime pas trop le fait de la mettre directement sous la langue parce que je trouve que c'est important d'avoir cette dilution dans l'eau. Voilà, donc 3 gouttes dans un verre d'eau, 3 fois par jour, pendant 21 jours. Si vous sentez que vous avez encore besoin, vous faites une pause, quoi qu'il en soit, d'une semaine pour laisser un petit peu intégrer le travail et vous reprenez pendant à nouveau 21 jours. Alors, toujours dans cette phase vraiment de 3 semaines avant l'épreuve, je vous propose aussi, alors encore une fois, ce sont des propositions, ce n'est pas exhaustif, il peut y avoir plein d'autres choses, mais des remèdes que je trouve personnellement vraiment intéressants, car très très polyvalents, pour soutenir et vraiment combler les réserves de l'organisme en termes de micronutriments, de minéraux, de vitamines, voire d'acides aminés essentiels, etc. C'est vraiment des remèdes très 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 polyvalents. Le premier, c'est le plasma marin. Peut-être que vous avez déjà entendu le nom du plasma de Quinton. Je vois juste un commentaire qui dit que le son est haché. Je vérifie que je suis bien connectée. Si ce n'est pas moi qui a un son coupé. Donc, le plasma de Quinton ou plasma marin. Alors, Quinton, c'est une marque aujourd'hui. Quinton, c'est effectivement celui qui a inventé ce remède, mais il y a d'autres laboratoires tout à fait de qualité qui proposent aussi maintenant du plasma marin. Le principe, c'est quoi? C'est que, en fait, le plasma marin a une composition quasi identique avec notre plasma sanguin. Juste la différence, c'est évidemment la teneur en sel, où notre plasma sanguin est beaucoup moins riche en sodium, bien sûr, mais sinon, on est sur la même composition. Donc, ça veut dire que ça va donner un remède qui va être extrêmement soutenant
pour tous les contextes où on se sent fatigué. Moi, je le conseille. Alors, c'est un super remède de grossesse, par exemple, de préparation et d'accompagnement de grossesse, post-partum également, bien sûr. C'est un super remède de convalescence. Tous les états de fatigue, de toute façon, ça convient très bien à la fois aux petits, aux enfants et aux personnes âgées également, puisque ça va reminéraliser en douceur et de façon très équilibrante. Donc, on est vraiment sur quelque chose, je trouve, d'hyper intéressant. Et je trouve que, voilà, dans un contexte comme ça d'épreuves sportives ou intellectuelles, ça peut vraiment faire partie de choses qui vont s'assurer qu'il n'y a pas de grosses carences installées. Comment ça se prend ? Il faut être assez précis sur la prise, c'est-à-dire que donc, ça se trouve en ampoule. Vous mettez une ampoule directement en bouche, de préférence le matin à jeun. Et surtout, il faut essayer, même si j'aime pas trop moi personnellement le goût très salé parce que je prends de l'hypertonique, donc avec un taux de sel égal à celui qu'on trouve dans la mer, et vous le gardez en bouche de façon à le faire tourner un petit peu pour vraiment que ça passe directement au niveau de la muqueuse buccale avant de l'avaler. Si vous l'avalez tout rond, c'est dommage parce que vous n'allez pas profiter pleinement de toute cette absorption de nutriments. Seule contre-indication, parce que sinon globalement il n'y en a aucune, seule contre-indication, prudence plutôt, si vous faites de l'hypertension, évitez l'hypertonique, vous allez trouver des formes qu'on appelle isotoniques, où là du coup le taux de sel a été ramené à celui de notre plasma sanguin. Le pollen frais, alors ça je suis aussi très très fan des produits de la ruche, qui sont globalement extrêmement intéressants et voilà, très polyvalents là aussi. Le pollen frais, alors je précise tout de suite qu'on parle bien de pollen frais et que la qualité du coup va être extrêmement importante. Si vous avez besoin, je vous remettrai mes coordonnées de conseils sur où trouver, etc. Le mieux, c'est de trouver un apiculteur, hein, comme ça vous êtes au plus près de la production. Mais voilà, sinon, clairement, le pollen qu'on va trouver des fois en magasin bio, au rayon simplement épicerie, de toute façon, ça se sent au niveau de la texture. Le pollen, ça doit être en bouche, ça doit être relativement mou, assez doux. Si c'est très dur, vous avez du mal à le mâcher, bon, c'est qu'il a déjà beaucoup séché et qu'on a perdu malheureusement beaucoup de choses en cours de route. Voilà, donc le pollen frais, concrètement, comment ça se prend ? Une cuillère à soupe ou 2 petites cuillères à café le matin à jeun ou au cours de votre petit déjeuner, hein, c'est possible aussi. Encore une fois, même principe, vous laissez fondre un petit peu, vous mâchez bien, mâchez vraiment un maximum de temps pour que ça puisse s'absorber un minimum au niveau de la muqueuse buccale. Dernière proposition, les graines germées. Alors ça, il y aurait beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Retenez simplement que les graines germées, comme leur nom l'indique, hein, la germination, c'est un processus en fait nutritionnel et naturel qui va permettre de faire un booster nutritionnel du végétal que vous avez fait germer. C'est-à-dire qu'on va à la fois multiplier par 10, 100, 300 des fois certains micronutriments et en même temps faire apparaître des micronutriments qui ne sont pas contenus au départ dans le végétal qui est non germé. C'est quand même ça qui est assez extraordinaire. Donc vous pouvez vous en faire vous-même, c'est très facile. C'est vraiment un jeu d'enfant de faire germer ces graines. D'ailleurs, c'est un jeu d'enfant, ça peut être très chouette aussi à faire en famille avec vos enfants si vous en avez. Si vous ne savez pas trop, vous êtes un petit peu perplexe, vous pouvez aussi commencer simplement par en acheter déjà germés en magasin bio, vous allez en trouver. C'est assez fragile, hein, donc il faut les utiliser rapidement. Retenez simplement que quoi qu'il en soit, comme c'est un produit très vivant, ne l'utilisez pas en cuisson, c'est trop dommage, vous allez perdre beaucoup de vitamines, par exemple la vitamine C qui est très très vite perdue au niveau de la cuisson. Donc même si vous le mettez sur un plat chaud, alors souvent c'est plutôt dans les salades, mais vous pouvez tout à fait aussi le rajouter sur votre plat une fois qu'il est servi, mais en tout cas hors cuisson. Et commencez quand même toujours par progressivement, donc une cuillère à soupe, puis 2, éventuellement 3, pour vraiment habituer votre organisme. Voilà. Alors ensuite, on a avancé un petit peu dans le temps, on a pris une petite fleur de bec éventuellement, on se sent beaucoup mieux beaucoup plus stable au niveau émotionnel, on s'est fait une petite cure de plasma marin ou de graines germées ou de pollen frais, donc on a normalement senti l'effet revitalisant et on en arrive à la veille de l'épreuve. Alors, quelques petites choses qui, je trouve, sont importantes à avoir à l'esprit. Alors, si on se met dans le cadre d'une échéance intellectuelle, un concours, un examen, voilà, quelque chose que vous avez dû préparer et apprendre, je vous conseille très, très, très fortement de ne pas compter le dernier jour comme un jour d'apprentissage. La veille de l'épreuve, normalement, c'est un jour off.
c'est plus l'heure d'apprendre des choses, c'est juste l'heure de éventuellement réactualiser vos connaissances. Donc ça, c'est tout l'intérêt d'avoir une méthode d'apprentissage qui favorise des fiches de synthèse, des fiches qui sollicitent la mémoire visuelle. Pourquoi ? Parce que justement, éventuellement, la veille de l'épreuve, vous allez simplement reparcourir les différentes fiches de synthèse que vous avez pour réactualiser cette mémoire visuelle et que votre mémoire soit juste un petit peu remis à flot, on va dire. Mais l'apprentissage profond, il a été fait en amont. Le risque, sinon, c'est soit, et ça c'est des choses qu'on entend souvent chez les étudiants, etc., en dernière minute, c'est « Oh mon Dieu, j'ai l'impression de plus rien savoir, je confonds tout, etc. » Avec le stress, ça c'est le meilleur moyen de vous rendre encore plus confus. Donc non, on n'apprend plus des choses. S'il y a des choses que vous n'avez pas, qu'on appelle ça de faire des impasses, voilà, si vous avez fait des impasses, eh ben tant pis. Vous pouvez encore faire une petite prière pour espérer que ça ne passe pas à l'épreuve. Mais sinon, voilà, je pense que c'est contre-productif d'essayer jusqu'au dernier moment d'engranger et de faire du bachotage. Voilà, ça c'est pour le côté vraiment purement révision. Alors ensuite, côté nutrition. Le dîner de la veille, il doit être efficace. Efficace, ça veut dire quoi ? Efficace pour que vous puissiez avoir un sommeil qui soit le plus réparateur possible. Être au taquet quand on n'a pas dormi ou très mal dormi, c'est forcément extrêmement difficile. Le sommeil, on le sait tous, quand on a passé une mauvaise nuit, on est tout de suite de moins bonne humeur et évidemment moins efficient sur tous les plans. Donc le dîner, il doit vraiment favoriser le sommeil avant tout. Alors, manger tôt, bon ça c'est un conseil assez général, mais je le redis ici parce que nous, en France, on n'est quand même pas tout à fait habitués, comme les anglo-saxons ou même les Allemands, à manger très tôt, alors qu'en fin de compte, ce serait tout à fait plus approprié parce que ça permet vraiment d'avoir un temps suffisant, 3 heures au minimum, pour pouvoir digérer avant d'aller se coucher. Donc, essayez de manger tôt, 18h30, 19h30, pour pouvoir aussi après avoir une petite soirée tranquille, pas le nez dans vos bouquins, mais voilà, faire quelque chose qui va vous aérer l'esprit et vous faire du bien. Le repas, évidemment, léger, mais ça, on le sait en général, que le dîner doit être le plus léger possible. Donc, bien sûr, tout ce qui est plat en sauce, la viande rouge, on oublie. Les sucres, ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous énerver. On peut avoir l'impression que ça donne de l'énergie, pas du tout. Les sucres, surtout les sucres simples, c'est quelque chose qui va venir stimuler votre pancréas et l'insuline. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va avoir une incidence négative sur votre sommeil. Évidemment, pas d'alcool. Ça, on sait bien que quand on a un petit peu abusé de l'alcool, en général, la nuit qui suit, on n'est pas au top. Donc, globalement, voilà, les légumes, la moitié de l'assiette. S'il y a une protéine, il faut que ce soit une protéine légère, un poisson gras, une sardine, un maquereau, éventuellement un peu de viande blanche. Sinon, encore mieux, une protéine végétale, légumineuse, quinoa, sarrasin, ce genre de choses. Et n'oubliez jamais qu'on ne peut pas digérer et être stressé en même temps. Donc, mangez autant que possible dans le calme. Et toujours, n'oubliez jamais cette mastication qui est tellement importante. La digestion commence dans la bouche, avec les dents et avec la salive, et non pas dans l'estomac. S'il y a déjà cette phase-là qui n'a pas été faite, l'estomac, il n'a pas toutes les bonnes cartes en main pour commencer à digérer correctement. Et dites-vous bien que mieux vous digérez, mieux vous allez dormir. Un petit focus plus spécifique sur la nutrition du sportif. Donc là, effectivement, on se met dans le cadre d'un challenge sportif, d'un moyen à haut niveau. L'objectif entre le J-3 et le J-1, c'est vraiment cette notion de faire des stocks d'énergie. Et l'énergie, c'est quand même globalement du glucose. Et donc, c'est la notion de glucides qui va surtout être importante. Donc, l'objectif, c'est, comme je vous l'ai mis là, c'est de partir avec des réserves de glycogène musculaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre glucose qui permet aux muscles de fonctionner et de fabriquer de l'énergie qu'on appelle l'ATP, elle va avoir donc on a du glucose dans les cellules, mais les cellules, elles ne peuvent pas en prendre plus que leurs besoins. Donc, on va, comme nous, on aurait des placards avec des réserves dans la cuisine, et ben dans nos muscles et également dans le foie, on a des réserves de glucose sous une forme rapidement disponible qu'on appelle glycogène. Donc, 3 jours avant, l'objectif, c'est vraiment de bourrer les placards pour que ce glycogène dans les muscles, il soit au taquet pour pouvoir l'utiliser le jour J. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire attention en fait à la balance. On va progressivement, sur les 3 derniers jours, vraiment faire attention aux graisses. On va les diminuer parce que c'est vraiment quelque chose qui allonge et qui alourdit la digestion. Donc, on privilégie des lipides de qualité, c'est-à-dire un peu d'huile d'olive, des oléagineux, des choses comme ça, de l'avocat. Ça, c'est OK. Mais on diminue la quantité et on augmente la quantité des féculents, donc des glucides, à un index glycémique bas. C'est-à-dire que
c'est pas les pâtes blanches, c'est plutôt du riz complet, du riz sauvage. Si c'est des pâtes, alors ça peut être éventuellement des pâtes de sarrasin ou des pâtes de légumineuses, le quinoa, le sarrasin. Voilà, toutes ces céréales qui ne vont pas non plus fatiguer le pancréas avec des sécrétions d'insuline trop importantes. Alors, on a passé une super bonne nuit, tranquille, on a bien digéré, voilà, on se réveille normalement en forme et on va continuer à mettre un certain nombre de choses en place pour vraiment, là pour le coup, se mettre dans les conditions d'une épreuve et se mettre vraiment en énergie. Alors moi, je trouve que c'est toujours bien de se prendre ce temps de, voilà, au moins entre 5 et 15 minutes d'un petit temps qui va faire la transition entre le sommeil et la mise en route. Donc, le yoga, par exemple, pour ceux qui pratiquent, ben voilà, c'est parfait, hein, ça fait partie de ces approches vraiment très douces qui mettent le corps en énergie. Ça peut être simplement des mouvements d'étirement, hein, si vous connaissez. Comment ça s'appelle ? Le Pilate, par exemple, je trouve aussi, peut être tout à fait approprié. Méditation, si vous n'avez pas peur de vous rendormir, c'est OK. La méditation, si c'est quelque chose qui vous parle, voilà, ça peut être aussi 5 petites minutes, ça peut être un petit peu de respiration, enfin voilà. En tout cas, c'est cette notion de faire un sas pour voilà, faire la transition vers la mise en énergie. Une fois que vous avez fait ça, on file à la douche. Alors, autant la veille au soir, vous aurez pu prendre un bain chaud avec éventuellement des huiles essentielles relaxantes pour vraiment vous préparer au sommeil. Le matin, c'est plus le moment de faire du chaud, c'est le moment d'utiliser le froid. En hydrologie, c'est une technique hygiéniste en naturopathie. L'hydrologie, le froid va vraiment être, on le sait en général, quand on prend une douche froide, on est plutôt au taquet, plutôt prêt à dormir. Donc là, l'idée, c'est vraiment de stimuler voilà, la force vitale de votre organisme. Alors, douche froide, vous le faites comme vous pouvez le faire, c'est-à-dire que oui, ça peut être une douche froide tout court, ça peut être aussi, vous prenez votre douche normale, et puis en fin de douche, vous faites juste un jet d'eau au moins fraîche, si ce n'est froide, et si vraiment ça, c'est pas possible non plus, faites au moins les jambes de la cheville vers le haut, pour aussi stimuler la circulation sanguine. Mais voilà, essayez au moins d'avoir cette notion d'information froid. Ensuite, la synergie, plutôt une huile essentielle plus spécifique que je vous propose, c'est l'huile essentielle d'épinette noire. Alors, celle-là, elle est vraiment très spécifique parce qu'elle va avoir une action qu'on dit cortisone-like, c'est-à-dire qu'elle va venir stimuler les glandes surrénales. Les glandes surrénales, c'est vraiment les glandes qui vont produire les hormones du stress, notamment le cortisol. Et qui ont comme objectif de nous mettre en énergie. Donc ça, c'est tout à fait ce qu'on cherche à faire avant une épreuve. Donc elle a vraiment un effet anti-fatigue, un côté un peu coup de fouet, un peu sur le même registre, mais quand même plus spécifique que ce que je vous disais la fois précédente sur la menthe poivrée, qui va avoir un effet coup de fouet. Mais là, elle est vraiment spécifique des glandes surrénales. Donc je vous conseille d'en mettre 1 à 2 gouttes dans un petit peu d'huile végétale. Et là, par contre, vous l'appliquez, par exemple après la douche, c'est le plus facile, vraiment au niveau des reins, puisque comme leur nom l'indique, bien sûr, les glandes surrénales, c'est des glandes qui sont juste au-dessus des reins. Voilà, alors un petit rappel, parce que ça j'en ai parlé précédemment, sur le petit déjeuner, si vous êtes sur une épreuve intellectuelle, que vous passez un concours, quelque chose comme ça, vraiment, alors ça va être indispensable, la qualité de votre petit déjeuner, il faut absolument que vous privilégiez les protéines. Donc comme les petits dessins l'indiquent, l'œuf c'est parfait, un œuf à la coque ou un œuf au plat, ça peut être pourquoi pas un peu de jambon, un peu de fromage de chèvre ou de brebis. Et s'il y a des glucides, s'il y a des féculents, il faut absolument que ça soit un pain complet, éventuellement flocons d'avoine, les oléagineux qui apportent aussi des acides gras, ou de l'avocat. Ça, c'est tout à fait indiqué pour un petit déjeuner qui va vous maintenir votre concentration, surtout si l'épreuve est le matin, par exemple. Vraiment, pensez-y à réguler absolument votre glycémie pour éviter d'avoir des baisses de concentration, par exemple. Alors, pour les sportifs, là, encore une fois, un petit encadré plus spécifique. Nutrition du sportif. Là, l'objectif, on est sur le repas, le dernier repas avant votre épreuve. Donc, globalement, 3 heures avant votre épreuve. Il faut évidemment là trouver le bon équilibre entre un estomac qui va quand même être plein. Si vous n'avez rien mangé, vous avez tout flagada, bien évidemment, vous n'aurez aucune énergie. Et s'il est trop plein, vous allez traîner un petit peu votre estomac. C'est un peu l'image. Donc, ce qu'il faut, c'est donner des réserves, mais en même temps, ne surtout pas alourdir le système digestif qui est déjà très sollicité pendant une épreuve sportive intense. Donc là, pour le coup, on va monter un tout petit peu en index glycémique, c'est-à-dire qu'on va privilégier des glucides à un index glycémique moyen, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus un sucre blanc qui va vous faire quand même trop monter rapidement la glycémie, mais en même temps, ça ne va pas prendre trop de temps à venir utiliser le glucose. Donc, par exemple, je vous le mets ici, de la patate douce, un riz basmati, des flocons d'avoine, là aussi, pourquoi pas, des châtaignes, tout ça, c'est des
c'est des glucides qui vont être quand même rapidement disponibles sans être non plus quelque chose de trop impactant au niveau de l'insuline. Les protéines, alors là, on limite absolument, là vraiment sur le repas d'avant, hein, on limite pourquoi? Parce qu'elles sont très acidifiantes, donc une épreuve sportive, ça va déjà générer beaucoup d'acide, donc on ne va pas en rajouter une couche. Et protéines et lipides, hein, c'est aussi le même sujet, c'est qu'ils sont beaucoup plus longs à digérer. Donc il faut que la digestion, il ne faut pas que votre corps soit pris avec une énergie trop importante pour la digestion. Vous avez autre chose à faire, vous avez un Kilimandjaro à monter, enfin, vous ne le montez pas en une journée d'ailleurs, ou voilà, un trail à parcourir. Donc l'idée, c'est que vous avez autre chose à faire que de digérer pendant 5, 6 heures, 7 heures. Voilà, important aussi de savoir que, mais peut-être que les sportifs qui nous écoutent le savent, le transit peut être très impacté par une épreuve sportive intense. Donc on va vraiment essayer de limiter au maximum les fibres qui, elles, évidemment, d'une manière générale, sont tout à fait indiquées. On en manque tous globalement cruellement. Mais là, en tout cas, juste avant, on évite vraiment les fibres. Donc attention à pas trop de légumes. Par exemple, on évite aussi les légumineuses, là pour le coup, qui vont avoir tendance à augmenter le transit intestinal, voire à provoquer des ballonnements, des choses comme ça. Donc ça, on évite. Ah, non, ça ne marche plus. Hop. Alors, vous êtes maintenant parti dans votre épreuve. Alors, si c'est un examen, seul conseil que je vous donne, c'est éviter de prendre des petites barres du type, je ne sais pas, Twix, Snickers, des choses trop sucrées et trop lourdes qui, globalement, vous apportent aucun micronutriment essentiel. Hein. C'est des aliments morts. Hein. Donc, vous prévoyez un petit bocal, une petite boîte avec un mélange d'oléagineux, de graines, donc des amandes, des noisettes, ce que vous aimez, hein, des graines de courge, des graines de tournesol, peu importe. Un petit mélange facile. Et en même temps, ajouter quand même aussi un peu des fruits secs parce que ça reste des fruits. Et donc là, vous allez avoir quand même un peu de glucose. Si vous avez, des fois, il peut y avoir des épreuves de 4, 5 heures, des fois des épreuves écrites, hein, c'est tout à fait parfois le cas. Voilà, en 5 heures, on a le temps de... N'oubliez pas que le cerveau, on parle beaucoup des muscles, hein, mais le cerveau est un des plus gros consommateurs de glucose. Hein, donc quand vous êtes très très sollicité au niveau intellectuel, forcément vous allez griller beaucoup plus de glucose. Donc il faut quand même prévoir un petit peu de sucre rapide et facile et naturel, bien sûr, pour pouvoir stabiliser quand même votre glycémie. Si vous êtes en épreuve sportive, alors là, je vous ai mis des choses un peu plus précises parce que, bon, ça a ses limites aussi, ce que je peux vous donner là d'une manière générale, parce que c'est à adapter déjà évidemment au type de sport que vous faites. Est-ce que c'est un sport d'endurance, un sport d'intensité, faible, moyenne, modéré, etc. Et surtout à la durée, bien sûr. Si on est sur quelque chose de très intense et très court, ça ne sera pas du tout les mêmes besoins et les mêmes conseils que si vous faites un trail de plusieurs heures, bien évidemment. Donc l'objectif là, c'est de toujours pareil, maintenir cette glycémie, hein, cette gestion du glucose qui correspond à notre gestion de notre énergie. Et surtout, bien sûr, j'en ai parlé aussi au premier rendez-vous, l'hydratation, compensée bien sûr par la sueur, les pertes en eau et les pertes de sels minéraux qui partent évidemment avec la sueur. Donc, je vous ai mis quelques grandes lignes. Si vous avez, alors en dessous d'une heure, il n'y a pas forcément besoin ni de boire ni de manger. Au-dessus d'une heure, je vous ai mis l'équivalent d'une boisson entre 100 à 120 ml, légèrement salée et légèrement sucrée. Ce n'est pas la peine non plus de prendre des trucs ultra sucrés, toutes les 20 minutes. Si votre épreuve est supérieure à 2h30, même base, et à ce moment-là, vous pouvez commencer à rajouter quand même un peu d'aliments solides, hein, avec des fruits secs. Alors, pâte de fruits, barre de céréales, je précise. Moi, je trouve que le mieux, c'est vraiment d'aller vers des choses idéalement maison, type, peut-être que vous connaissez, ce qu'on appelle les Energy Balls. Donc, c'est des petites choses qu'on peut faire, c'est très, très facile, à base de poudre d'oléagineux, par exemple poudre d'amande, des fruits secs, etc. mélangés, mis en forme de petites boules. Et c'est surtout très facile à manger pendant une épreuve, hein, parce qu'on n'est pas là pour s'arrêter pendant une demi-heure pour faire une petite collation. Donc ça, vous pouvez rajouter si c'est supérieur à 2h30. Et si là, on est sur vraiment des épreuves beaucoup plus longues, là, il faut même aller un petit peu plus loin, apporter quand même un petit peu de protéines, parce qu'elles vont quand même être fort sollicitées et fort grillées aussi pendant l'effort, et un tout petit peu de lipides aussi. Et là, je trouve que vraiment le plus indiqué, c'est encore une fois de pouvoir faire des choses maison. Comme ça, vous allez pouvoir mettre plein de petites choses qui apportent tout ce dont vous avez besoin. Donc, les glucides, oui, ça c'est ce qu'on a dit, hein, les fruits secs, les choses comme ça. Protéines maigres, moi, je vous conseille, par exemple, de penser à des poudres de protéines végétales. On trouve ça maintenant en magasin spécialisé, en magasin en bio.
Je pense par exemple à la poudre de protéines de chanvre, poudre de graines de chanvre, qui est très très riche en acides aminés par exemple, ou d'autres protéines végétales qui peuvent facilement se mélanger justement dans ces petites barres maison. Vous trouverez plein de recettes sans aucun souci sur Internet. Et lipides, et ben à ce moment-là, pareil, c'est des oléagineux. Vous trouvez les oléagineux aussi sous forme de purée par exemple, qui peuvent servir de liant, etc., pour faire des choses maison. Ça, je trouve que c'est vraiment le plus pratique. Voilà, j'en ai fini pour ces premiers conseils. Je passe le relais à mon binôme Corinne, qui va prendre le relais sur le côté mental d'acier. Tout à fait. Enfin, on va essayer. En tout cas, on va tout faire pour. Je vais revenir sur quelques notions que tu as abordées parce que notamment, je vais commencer en préambule à parler du sommeil parce que pour optimiser la performance, de compter sur son sommeil, ça me paraît quand même être quelque chose d'assez fondamental. Faut pas oublier que pour être en énergie, pour être l'une des meilleures façons pour être en pleine forme, pour un événement, un concours, une activité sportive, peu importe, c'est encore de bien dormir. Donc, je vous propose qu'on rappelle les bonnes pratiques dans ce domaine. Donc, en matière de sommeil, pour faire du sommeil l'allié de votre performance, il va être indiqué de d'abord identifier votre chronotype. On oublie parfois, mais on a tous une tendance plus ou moins marquée. Est-ce que vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir? Est-ce que vous êtes un gros dormeur, un petit dormeur? Si on a tous une tendance plus ou moins marquée, on ne le connaît pas forcément en fait. Si on vous pose la question, est-ce que vous savez, vous avez déjà identifié quel était votre modèle à vous? Bien qu'il n'y ait pas de modèle idéal, hein, il y a pour chacun un chronotype qui nous correspond. Et plus on respecte notre chronotype, plus on s'assure de fonctionner de manière optimale. À l'inverse, moins je vais tenir compte de mon chronotype, plus je vais négliger, plus je vais aller à contre-courant de mon rythme naturel, plus je vais augmenter le risque de dysfonctionner. Je vais être fatiguée, je vais voir apparaître des douleurs, des difficultés à me concentrer, etc. Donc, il va être aussi intéressant d'observer le temps de récupération, donc de favoriser la récupération en se couchant tôt. Ça ne veut pas dire, enfin, je dis se coucher tôt, Claire disait c'est important de se coucher tôt, je la rejoins. Je dirais surtout peut-être d'appuyer en disant c'est se coucher à la bonne heure, en fonction de son chronotype, et avoir un rythme de sommeil qui soit régulier. Écoutez les signes, si vos paupières sont lourdes, si vos yeux picotent, si vous bâillez, écoutez les ressentis de la fatigue, les signes qui vous indiquent que le corps il vous réclame de la récupération. Il faut arrêter de lutter quand vous sentez que vous êtes fatigué le soir. Parce que si vous négligez cette phase de récupération, attention à la contre-performance. C'est pas rare, c'est même fréquent d'observer des personnes qui se préparent pour un événement, que ce soit une compétition, un examen, un concours, peu importe, hein, ça s'applique à tout le monde. Et finalement, les gens arrivent en bout de course le jour J. Un sportif qui est fatigué, donc il va être plus fragilisé, va se blesser plus facilement. Un candidat à un concours qui arrive hyper fatigué parce qu'il a travaillé tous les jours, jour et nuit, il va finalement avoir du mal à se concentrer le jour même, il rame pendant son épreuve. C'est typiquement l'exemple de la contre-performance. Je me prépare, je suis à fond, je suis au taquet sur mes révisions, sur mon entraînement, mais finalement, je néglige mes besoins primaires, mon sommeil, ma récupération. Donc c'est vraiment, on peut parler d'auto-sabotage, je pense, en la matière. En tout cas, c'est le genre de négligence qui peut vous coûter une performance. Alors, une fois qu'on a ça en tête, petit rappel des règles d'hygiène du sommeil pour en faire l'allié de votre performance, des horaires réguliers, comme je disais, maintenez des horaires de lever et de coucher réguliers, aussi bien la semaine que le week-end, parce que c'est vrai que quand on se prépare pour un événement, ça demande de la discipline et de la régularité. Respectez votre rythme, vos besoins de sommeil, attachez-vous à identifier de combien d'heures vous avez besoin pour être bien. Tout le monde n'a pas besoin de 8 heures de sommeil. Il y a certaines personnes qui vont être OK avec 6 heures de sommeil, à condition que ce soit des heures de qualité. Hein. D'autres, il y a des gens qui ont besoin de 10 heures pour se sentir bien. Mais est-ce que vous vous accordez ce temps, en quelque sorte? Exposez-vous à la lumière du jour, en particulier le matin, pour aider à réguler votre horloge biologique. On fonctionne avec le rythme circadien, avec la lumière du jour. C'est ça qui aide notre horloge interne à se mettre à l'heure. Pratiquer une activité physique régulière pour optimiser, là encore, votre horloge biologique et puis pour augmenter la pression de sommeil. Il faut avoir en tête que notre sommeil, il est régi par un double balancier. Il y a le balancier circadien qui nous rend plus ou moins sensibles à la lumière. Donc la lumière égale le jour égale l'activité, alors que l'obscurité, ça équivaut à la nuit et ça équivaut au repos, au sommeil. Ça, c'est le balancier circadien. L'autre balancier qui régit notre sommeil, c'est le balancier homéostatique. On en a déjà parlé dans un précédent webinaire, ça remonte un petit peu. C'est celui qui nous rend plus ou moins sensibles à la pression de sommeil. Ça correspond à un besoin de récupération qui est proportionnel
à l'effort qui est fourni. L'activité physique, elle va augmenter la pression de sommeil, donc ça va favoriser le besoin de dormir, ça va faciliter l'endormissement et les phases de récupération de sommeil profond seront meilleures. Évitez malgré tout quand même les temps d'activité physique, d'exercice dans les 3-4 heures avant le coucher. Ce n'est pas la peine de faire ça trop tard le soir. Modérez les excitants. Claire, elle a déjà souvent expliqué d'ailleurs que c'était des faux amis, que ce soit le café, le thé, le coca, les boissons énergisantes, etc. Après 14 heures, il vaut mieux éviter. Le dîner, quelque chose de facile à digérer. Ça, je ne refais pas le topo. Claire nous l'a bien mieux expliqué que ce que moi je pourrais vous dire. Le soir, essayez de trouver une activité calme. Ça aussi, ça fait partie des règles d'hygiène du sommeil. Une activité comme de la musique, de la lecture, un temps de relaxation. Ça peut être une activité manuelle ou créative qui est plutôt relaxante. Ça peut être écouter des podcasts inspirants, puis vous endormir dessus, à la rigueur, j'ai envie de dire. C'est un temps de transition le soir qui est important pour changer de rythme, en fait, pour passer d'un rythme à un autre, pour passer des activités de la journée, pouvoir décélérer tout doucement jusqu'au coucher. C'est ça qui nous met dans de bonnes conditions et qui favorise un sommeil de qualité. Température idéale de la chambre, on va dire 19 degrés. C'est recommandé d'avoir une chambre plutôt fraîche entre 18 et 19. Mais c'est aussi de faire en sorte d'avoir une chambre agréable, en fait, que les conditions soient propices au sommeil, du silence, de l'obscurité, un endroit désencombré. Vous voyez, c'est important quand même que l'environnement soit agréable. Et puis, éteignez vos smartphones le soir, éloignez vos tablettes, mettez les écrans en off jusqu'au lendemain. N'oubliez pas que la lumière des écrans, c'est ça qui empêche la sécrétion de la mélatonine, cette fameuse petite hormone du sommeil. Donc, si vous n'arrivez pas à dormir et vous dites je vais prendre mon téléphone, je vais regarder un petit peu les réseaux, etc., c'est hyper contre-productif. C'est comme si vous attendiez le train sur le quai un jour de grève SNCF. Vous risquez d'attendre encore longtemps. Donc, c'est vraiment le piège. Faites attention aussi peut-être à la literie, faites attention à la qualité de votre literie, parce qu'un matelas, ça se change, peut-être que le vôtre, si vous dormez mal, peut-être que ça peut être intéressant de revoir si les conditions sont réunies pour faire des bonnes nuits. Alors, si malgré tout ça, si malgré tous les conseils de Claire, même si vous faites hyper attention à votre sommeil, on n'est pas à l'abri d'un petit coup de mou le jour J. Si malgré le sommeil, si malgré votre alimentation, si malgré tout ce que vous avez fait pour être vigilant, vous sentez qu'il y a un petit coup de fatigue, douche fraîche comme l'expliquait Claire, parce que c'est ça qui fait que ça rétracte les vaisseaux et c'est ça qui stimule la circulation du sang, c'est ça qui permet de mieux irriguer les organes, mieux irriguer les muscles et c'est ça qui permet de mieux faire circuler les nutriments, l'oxygène dans les vaisseaux sanguins, dans tout le corps. Je ne reviens pas sur la douche fraîche, Claire vous a expliqué pourquoi. La petite sieste flash de 15 minutes maximum. Si vous sentez que le jour de l'épreuve, pendant la journée, ou juste avant votre épreuve, il y a un coup de fatigue, pensez à la petite sieste flash, entre 10 et 20 minutes, c'est l'idéal pour se débarrasser d'un petit coup de pompe. Le secret de la sieste, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut faire la sieste la bonne durée et au bon moment. Une sieste de 15 minutes entre midi et 15 heures, c'est exactement la bonne fenêtre, c'est celle qui va améliorer votre concentration, augmenter votre vigilance, stimuler votre énergie, sans vous laisser cette sensation d'inertie de sommeil au réveil, d'être un peu vaseux après la sieste. Donc, la petite sieste flash, excellent moyen de chasser le petit coup de fatigue qui pourrait faire la contre-performance. Et puis, des respirations dynamisantes. Pour lutter contre un coup de fatigue, encore et toujours, on peut compter sur la respiration. Une respiration dynamisante, celle par exemple où j'inspire en comptant 6 et je souffle en comptant 4. Donc, mon expire, cette fois-ci, il va être plus court que mon inspire. Autant sur les respirations calmantes, apaisantes, l'inspire est plus court, l'expire est plus long. Pour me dynamiser, c'est l'inverse. L'inspire va être plus long pour charger en oxygène et l'expire va être plus bref, plus tonique. Donc ça, c'est le petit coup de fatigue pendant la journée ou juste avant mon épreuve. Après ça, je me dis, j'ai travaillé sur mon sommeil, je sais comment faire face à un petit coup de fatigue. Je vais maintenant mobiliser mes ressources. Je vais parler ou reparler des rituels d'activation ou de régulation. C'est ce dont on a vu, ce dont on a parlé la semaine dernière dans le précédent webinaire. Je vous ai présenté qu'en amont d'un événement, on peut se créer une routine d'activation pour se booster, pour stimuler l'énergie, la motivation, et une routine de régulation quand on a besoin de canaliser notre énergie ou plutôt de faire redescendre la pression. Donc, je vous propose de voir comment on se sert de ces routines le jour J, comment on mobilise ces ressources. Vous allez voir, c'est très simple parce que finalement, quand la préparation est bien faite, ça va tout seul. Avant d'activer la ressource, c'est de réfléchir à votre chambre d'appel, la chambre d'appel. Préparez votre chambre d'appel.
Réfléchir à ça, c'est je donne un exemple peut-être concret parce que j'ai souvent eu l'occasion de le voir en plus dans cette discipline. En natation, par exemple, avant de monter sur le plot pour plonger, les nageurs, ils patientent. S'il y a 6 couloirs dans le bassin, il peut y avoir que 6 nageurs qui nagent en même temps. Du coup, il y a toujours 6 personnes qui attendent avant de passer sur les plongeoires, 6 personnes qui nagent, etc. Pour beaucoup d'athlètes, ce temps d'attente, il est vachement redouté parce que ça laisse le temps au stress de s'installer. Donc l'idée, c'est de prendre ce temps pour activer l'état optimal que vous avez préparé pendant des semaines. Ça se prépare, ça fait partie de votre petit rituel de préparation pour optimiser le temps d'attente que vous pourriez redouter, en faire votre allié, que ça devienne finalement l'antichambre de votre performance. Donc pour ça, je vous invite à réfléchir à l'environnement dans lequel vous serez installé juste avant l'épreuve. L'événement que vous préparez, forcément, vous pouvez déjà commencer à imaginer le lieu, les bruits, les personnes autour de vous, les odeurs. C'est l'idée d'imaginer un maximum de détails, de faire fonctionner tous vos sens dans le sens de qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je vais entendre, qu'est-ce que je vais sentir, quelles seront les odeurs, ce que je peux toucher, etc. Vous voyez, typiquement, un sport mécanique, je vais m'imaginer les bruits des moteurs, l'odeur des gaz d'échappement pour me préparer à la ligne de départ. Pourquoi pas? À la piscine, si je suis dans la chambre d'appel avant de monter sur le plongeoir, je vais imaginer l'odeur du chlore, le bruit de l'eau, peut-être la voix du speaker qui annonce les temps, qui parle dans le micro et que ça résonne dans la piscine, par exemple. Ça peut être des choses que je peux imaginer. Si je suis dans une salle d'examen, je vais imaginer le temps d'attente avant d'avoir mon sujet dans les mains. Je vais imaginer le silence qu'il peut y avoir dans la pièce, le bruit des chaises, imaginer la texture de la table, sentir mes crayons que j'ai dans mes mains, etc. La plupart du temps, je pose ce point-là parce que la plupart du temps, les gens disent « je suis tellement stressée, je préfère même pas y penser, je redoute tellement d'y être que je préfère même pas y penser ». Et en fait, elle est là l'erreur. On disait la semaine dernière, n'oubliez pas que tout est créé 2 fois. Une fois dans votre esprit et une fois dans la réalité. Et la réalité, elle va devenir plus familière si vous l'avez anticipée de cette façon. Elle deviendra du coup plus confortable parce que vous l'aurez déjà expérimenté une première fois dans votre tête. Donc, imaginez l'environnement, vous préparez aux sons, aux bruits, aux odeurs, etc. Ensuite, réfléchir à votre posture. Donc pour ça, vous pouvez déjà vous imaginer, vous êtes installé, vous vous installez dans la bonne position, confortable, vous relâchez bien, vous détendez bien tout votre corps, vous fermez les yeux, vous faites des respirations relaxantes, vous inspirez profondément par le nez, vous soufflez doucement par la bouche, comme si vous soufflez dans une paille, voilà. Vous répétez plusieurs fois les cycles de respiration. En chambre d'appel, votre posture, elle sera réflexe parce que vous l'aurez travaillé en amont. C'est vraiment de se dire, je suis dans l'environnement, je reconnais cet environnement, je suis dans la bonne posture, j'ai travaillé sur cette posture et ces respirations. Et ensuite, une fois que je suis comme ça, dans le bon environnement, dans la bonne posture, je vais commencer à m'isoler et prendre du recul avec l'événement. Tout en continuant à respirer de cette façon, très calme pour le coup, vous allez vous imaginer prendre de la hauteur, prendre de la distance avec l'événement. Vous allez laisser votre regard flotter dans l'espace pour imaginer, visualiser la scène dans laquelle vous êtes acteur. Laissez votre regard s'élever, imaginez l'action de l'extérieur. Par exemple, si vous êtes dans la piscine, je reprends l'exemple de la piscine, d'imaginer la piscine de l'extérieur, dans la ville, dans le contexte. Imaginez monter encore, imaginez la piscine, la ville, dans le contexte, les infrastructures, les villes voisines. Vous laissez votre regard se balader un petit peu autour, puis vous dézoomez progressivement jusqu'à voir les autres régions, la France entière. Vous dézoomez jusqu'à ce que vous puissiez observer la Terre tout entière vue du ciel. Observez la Terre comme si vous flottiez même dans l'espace, voyez, vous pouvez avoir tellement de recul que vous imaginez la Terre. Et là, vous vous posez pour apprécier le calme que vous venez de retrouver. Cette plénitude autour de vous, imaginez que vous flottez, vous êtes en apesanteur dans l'espace, loin de l'agitation, loin du bruit, loin de l'effervescence de l'événement. C'est un temps qui est idéal pour du coup de se dire, voilà, là maintenant je peux me recentrer. Là, vous vous isolez. Prendre du recul, c'est nécessaire pour pouvoir vous recentrer, vous concentrer sur vous, sur votre performance, sur vos motivations aussi, sur vos capacités. C'est l'idée de faire le point, de se dire pourquoi je suis là aussi. Quel est l'enjeu de cette épreuve, de ce concours, de cette compétition, etc. Une fois que vous avez pris le temps de bien vous recentrer, vous avez bien pris du recul, vous vous êtes bien isolé, vous allez redescendre doucement, laisser votre regard redescendre jusqu'à réintégrer la chambre d'appel. Là, vous serez prêt à vous lancer. Le jour J, en fait, dans votre chambre d'appel, l'environnement, du coup, il devient réel. Vous activez la posture réflexe que vous avez travaillée pendant des semaines. Et là, vous faites la visualisation de prise du recul, comme si vous pouviez vous isoler, vous détacher de l'événement pour vous concentrer. À ce moment-là précis,
vous devenez complètement hermétique à l'environnement, donc au stress qui pourrait apparaître dans cet environnement. Donc préparer sa chambre d'appel, c'est vraiment une technique en plus que vous pouvez du coup bien sûr activer le jour J. Une fois que j'ai bien activé ma chambre d'appel, toc toc toc, hop, j'avance. C'est le moment d'activer votre rituel d'activation ou votre rituel de régulation. Vous allez pouvoir mettre en application le fruit de votre préparation. Ça va commencer, comme on l'avait expliqué la dernière fois, par la petite météo intérieure. Vous commencez par réfléchir à comment je me sens dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Est-ce que j'ai besoin de me dynamiser ou est-ce que j'ai besoin de me calmer? Je suis stressée, je sens qu'il faut que je mette en application ma technique de régulation. Je ne me sens pas spécialement motivée ou je sens une petite baisse d'énergie. J'ai plutôt besoin de me dynamiser. Cette météo intérieure, elle permet de savoir où on en est. Ensuite, j'applique ma respiration, dynamisante ou calmante, selon ce que j'identifie. Je vais adopter la bonne respiration. Une respiration dynamisante si j'ai besoin de me booster, de me motiver, ou une respiration calmante si je ressens du stress qui pourrait venir parasiter ma performance et là où je sens qu'il faut que je vienne me calmer. Je vais faire mes étirements, je vais me dénouer, me relâcher pour éliminer les inconforts qui deviennent des entraves, des obstacles à la performance. Je vais faire ensuite mes petits mouvements, mes petites rotations toniques ou relaxantes. Si je fais des mouvements toniques pour me dynamiser, des rotations toniques des bras, des épaules, des sauts sur place, etc. Ou alors je fais des mouvements plus lents, des grandes amplitudes, tout ce qui permet de faire baisser, descendre le rythme. Et puis, j'ai plus qu'à activer mon image mentale, positive, qu'elle soit apaisante ou dynamisante. J'active l'image ressource, l'image que j'ai identifiée pendant ma préparation, qui va me permettre de me réguler. Tout ça pour atteindre le point d'équilibre qu'on avait vu la dernière fois. C'était le petit point jaune sur la courbe du U inversé, c'est la zone de performance. C'est vraiment la zone de performance optimale. Là, quand j'ai fait ça, je me suis installée dans les conditions vraiment, vraiment optimales. Il va falloir maintenant que je maintienne cet état-là. Maintenir mon état, ça va dépendre de ma capacité à rester concentré, focus. On disait dans le précédent webinaire que la concentration, c'était vraiment quelque chose de très central. En amont, on l'a préparé. Le jour J, il faut savoir maintenant l'activer. Pour ça, petite technique, on va en avoir plusieurs, mais après, c'est un mix de plein de techniques. Vous expérimentez, vous voyez celle qui vous correspond le mieux. L'exercice du focus pour faire avec le Tratac, c'est un exercice de sophrologie qui consiste tout simplement à inspirer en levant le bras, le pouce vers le ciel. On bloque la respiration, on garde les yeux ouverts et on rapproche le pouce vers le visage. À un moment donné, la vue se trouble, donc on ferme les yeux et on pose le pouce sur le front. On souffle ensuite et on relâche et on se concentre. Le but, c'est se concentrer sur le geste, visualiser le geste que je viens de faire, ou le pouce qui s'est rapproché de mon front, et je prends conscience du parcours de mon pouce vers mon visage. Je recommence une deuxième fois, j'inspire, je bloque, je ramène, je ferme les yeux, je pose mon pouce sur le front, je souffle, je relâche. C'est vraiment l'action de suivre le mouvement de mon pouce vers mon visage avec les yeux qui m'aide à faire le focus. Je prends conscience que je maintiens ma concentration. Et je le refais une troisième fois, je peux même le faire 4 ou 5 fois. L'idée, c'est de pouvoir intégrer, faire le focus et intégrer ma capacité à me concentrer. Je reparlerai des ressources tout à l'heure parce qu'il y a un lien encore avec un QR code. Il y a un petit souci sur le chargement des ressources sur le site où ça vous envoie. Je vous explique après comment on résout le problème. Ça, c'était la première technique. L'objet ressource, qu'est-ce que c'est? C'est un autre exemple. On n'est pas obligé d'avoir l'objet avec soi ce jour-là, mais on peut juste avoir travaillé à bien l'imaginer. Par exemple, vous êtes attaché à la montre que vous avez héritée de votre grand-père, par exemple. Votre grand-père, c'était quelqu'un d'important dans votre vie. C'était un repère, ça a toujours été un modèle pour vous. Vous dites, ben, tiens, je prends cet objet parce que ça me donne du courage. L'idée, c'est de fermer les yeux et de vous concentrer sur cet objet ressource. Vous le détaillez sous tous les angles, de loin, de près, du dessus, du dessous. Vous imaginez pouvoir le toucher, sentir le relief, la matière, la texture, etc. Ça va activer votre concentration et en plus, ça vous aide à vous concentrer sur quelque chose de positif. Donc, l'objet ressource, c'est une technique qui permet de faire le focus, de maintenir, de canaliser son attention sur une seule chose. Encore et toujours, l'outil numéro 1, ça reste encore la respiration pour se concentrer. Là, sans rien faire de spécial, je me concentre sur l'inspire, sur l'expire. Je sens le mouvement de mes côtes qui se soulèvent, qui s'abaissent. Je sens mon diaphragme qui se tend, qui se relâche. Je sens la fraîcheur de l'air au bord de mes narines, l'air plus tiède à l'expire. Je sens mon ventre qui se gonfle comme un ballon, qui est souple quand il redescend. En fait, il y a plein de choses à observer dans un cycle de respiration. Donc, c'est vraiment, encore une fois, la respiration simplement, sans rien faire de spécial, un bon moyen d'activer la concentration. Et puis, dernier truc, le geste signal. Alors, j'ai mis ça, mais vous faites ce que vous voulez comme geste. Ça ne s'improvise pas non plus. C'est un truc qu'on travaille quand même en amont pour pouvoir l'activer le jour J.
L'idée, c'est de travailler votre concentration pendant les semaines qui précèdent l'événement. À chaque fois que vous percevez les sensations d'une concentration optimale, vous allez vous focaliser sur toutes les sensations que ça vous procure dans votre corps. Comment cet état de concentration il s'exprime, il se traduit physiquement. Quel est votre niveau d'énergie quand vous êtes dans une concentration aussi optimale? Comment sont vos gestes? Comment est votre regard? Comment cette concentration elle se traduit aussi mentalement? Dans quel état d'esprit vous êtes? Quel est le niveau d'activité cérébrale, etc. À chaque fois, vous allez activer votre geste signal. Par exemple, quand je suis concentrée, je pince les doigts, par exemple, je donne un exemple, hein. Et vous allez associer ce geste à cet état de concentration optimale en vous focalisant sur les ressentis que vous venez de détailler. Le but, c'est de réussir à retrouver ces sensations en réactivant le geste le jour J, activer la concentration que vous avez ancrée dans le geste à des moments précis où vous l'avez ressenti pour pouvoir la ressentir à nouveau pile au bon moment. C'est un geste qui doit être très simple, qui doit pouvoir être fait facilement n'importe où, plutôt discret du coup, mais c'est vraiment le geste qui vous permet de réactiver un état global et pour le coup, c'est l'état de concentration. Ça, c'était les premières idées. Autre technique pour pouvoir travailler à mettre en place cet état de concentration, tout simplement de la musique. La musique, elle a des vertus, on sait bien que ça peut nous transporter, ça peut nous porter, mais bien préparer ces playlists, ça va être encore plus efficace. L'idée, c'est d'en avoir 3 pour répondre à 3 besoins différents. Une playlist de musique qui vont vous booster, vous apporter de l'énergie, idéal si vous avez besoin de vous remotiver, de vous remobiliser. Une autre playlist avec des musiques beaucoup plus calmes, des choses qui vont vous apaiser si vous ressentez du stress, des choses qui vont vous aider à vous canaliser, à faire baisser la pression. Et puis, une troisième playlist, c'est là où elle est intéressante, pour vous concentrer. Alors, ça peut être des bruits blancs, ça peut être des bruits de nature, vous pouvez entendre des chants d'oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, il y a des gens qui aiment la pluie, le bruit des vagues, peu importe en fait, un petit feu qui crépite, ça peut être aussi une façon de se concentrer. Pour certains, ça va être des morceaux de musique classique aussi, hein. Il y a des gens qui aiment aussi tout ce qu'on appelle la ASMR, en fait, ces petits bruits très spécifiques. Peu importe, en fait. L'idée, c'est d'avoir une playlist de musique ou de sons qui vous aide à retrouver à identifier ce qui vous convient et de l'avoir à disposition pour se mettre en condition le jour J. Autre chose pour rester concentré, si on sent qu'on a du mal à se concentrer, que notre esprit a tendance à partir un petit peu dans tous les sens, un bon moyen pour canaliser l'attention, et du coup, si je canalise mon attention, ça favorise ensuite ma concentration, c'est l'action de compter. Ça peut paraître tout bête, hein, mais comptez dans votre tête, 1, 2, 3, 4, etc. Mais vous comptez en pleine conscience. C'est-à-dire que vous visualisez les chiffres, vous les prononcez mentalement en même temps que vous les visualisez dans votre tête. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose, c'est très difficile de penser à quelque chose quand on est en train de compter. C'est l'un ou l'autre pour le coup. Donc, ça va vous aider à canaliser votre mental pour rester concentré sur une seule chose et éviter de dériver vers des pensées qui deviendraient complètement parasites. Autre technique utile pour rester concentré, faire un scan sensoriel. C'est redoutable pour activer la concentration. Vous détaillez toutes vos perceptions. D'abord ce que vous voyez, ensuite ce que vous entendez, ce que vous pouvez sentir. Vous détaillez, vous allez vraiment l'attention qui va être portée sur les sens, elle nécessite une très grande concentration, donc c'est un bon moyen de la stimuler. Vous voyez, vous faites attention aux odeurs, faites attention aux bruits, aux textures, faites fonctionner les 5 sens. Si vous avez un petit bol un petit pot avec vos oléagineux, comme disait Claire tout à l'heure, vous les mangez, vous prenez le temps de savourer, de détecter les goûts, les subtilités d'un petit grain de raisin par ici, etc. C'est vraiment hyper intéressant pour focaliser l'attention. Les organes sensoriels, ça demande de la concentration. Ralentir les gestes aussi, c'est une bonne façon de faire revenir la concentration, parce que ça nous donne une sensation de contrôle, la sensation de remaîtriser le corps. Si vous êtes speed, vous avez qu'à observer, vous faites les choses sans y porter forcément une grande attention, vous faites les choses un peu par automatisme, de façon très mécanique. Là, c'est vraiment l'idée tout l'inverse de reprendre le contrôle, faire les choses en conscience. Vous ralentissez les mouvements, vous reprenez conscience de chaque geste, de chaque étape dans les processus, dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous vous lavez les mains, vous vous lavez les mains doucement pour avoir le temps de sentir l'eau qui coule sur vos mains. Si vous enfilez vos baskets, vous enfilez une chaussure à la fois, vous décomposez chaque étape, je fais mes lacets, pied gauche, pied droit, etc. Il faut ralentir les gestes pour favoriser la concentration. Autre dernière technique de concentration,
La méthode Pomodoro, alors vous connaissez peut-être déjà, vous le pratiquez peut-être déjà dans le quotidien, faire des pauses. C'est hyper important parce que la concentration, c'est pas un truc qu'on va activer qui va tenir pendant des heures et des heures. La concentration, c'est un truc qui est fluctuant. Alors, pour bien jouer de cette concentration, accordez-vous des pauses. Toutes les 25 minutes, prévoyez 5 minutes de pause. Pas pour ne rien faire, hein, mais pour faire quelque chose qui ne sollicite pas la concentration. 5 minutes de pause pour récupérer, en s'étirant, peut-être en marchant si c'est possible, boire, manger, respirer, peu importe ce que vous voulez, mais c'est ça qui va vous aider à repartir. La méthode Pomodoro, ça consiste à s'arrêter parce qu'on considère que d'ailleurs au bout de 2 heures, vous pouvez faire une pause plus longue, une pause de 15 minutes, ça va favoriser un maintien dans la durée de cette concentration. C'est l'idée que si je pense que je ne m'arrête pas, je vais gagner du temps, eh bien c'est faux. La méthode Pomodoro, elle tend à nous faire prendre conscience que si je contrôle mes pauses, si j'accepte de perdre un tout petit peu de temps, je vais en gagner beaucoup ensuite en efficacité, je vais gagner en qualité, je vais gagner en performance au final. Donc, voilà, mix de plein de petites techniques qui vous aideront à travailler sur la concentration pour maintenir l'effort sur la durée. Plan d'action maintenant. Je vous propose de dérouler le dernier volet, le plan d'action pour être au top le jour J. Dernier truc astuce pour optimiser la performance. Encore une fois, chacun s'approprie, hein, c'est plein d'idées et puis chacun piochera dedans ce qui lui convient le mieux. Première chose, ça va faire écho avec la préparation qu'on avait faite, le dialogue interne positif. Ça me paraît fondamental, on en a déjà parlé mais je le redis, c'est le conditionnement positif. C'est l'idée d'inonder votre mental de positif. Adopter un dialogue interne qui soit résolument tourné positif. On est tourné solution, on n'est pas tourné problème. On est tourné réussite, on n'est pas tourné sur l'échec. N'oubliez pas, vous êtes ce que vous pensez. Donc c'est de se dire par exemple, je peux, je veux, je suis. Laissez résonner dans votre tête des phrases positives comme je peux le faire, je peux y arriver, je peux réussir. Mais c'est vraiment de vous les dire et les laisser résonner dans votre tête. Je veux passer ce cap, je veux ramener une médaille, je suis capable, je suis en forme, je suis à mon meilleur niveau, je suis fière de moi. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, naturellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces répétitions, elles vont créer un état d'esprit constructif qui fait que les choses, elles s'imbriquent, elles s'emboîtent et on avance. Ça va engendrer un meilleur niveau d'énergie. C'est ça qui va favoriser la motivation. Et à partir du moment où ça favorise la motivation, ça participe à créer des bonnes sensations physiques, mentales et émotionnelles. Et c'est ça qui recrée, qui relance le cercle vertueux, ça s'auto-alimente tout seul en fait ensuite. Les sensations positives, elles vont encourager le dialogue interne. Du coup, ce dialogue interne positif, il va renforcer la motivation, ça va redécupler l'énergie, etc., etc. Plus vous le pratiquez, plus ça devient efficace. Alors, c'est une vraie discipline. Hein. C'est quelquefois, vous allez vous surprendre à dire des choses négatives dans votre tête. Coupez l'herbe sous le pied à ces pensées et répétez ces pensées. Alors, indépendamment de votre stratégie de préparation, de ce que vous utilisez pour les combattre, il y a un truc important, c'est de jamais nier quand même vos pensées négatives, de prendre conscience qu'elles sont là. On n'est jamais dans le déni finalement, mais identifier ses pensées, dire bah voilà, bah pourquoi je pense ça? Ah, allez, je remplace ça par quelque chose de positif, plutôt que de faire comme si j'entendais pas ces petites voix négatives dans ma tête, comme si je faisais semblant qu'elles n'existaient pas. Ce sera beaucoup plus efficace de les identifier, de chercher la contre-vérité pour pouvoir dire quelque chose de positif à la place. Et là, on est plus efficace parce qu'on relance un cercle vertueux. Alors, si malgré tout, on peut parfois avoir des idées parasites, on peut avoir des pensées parasites, des pensées négatives qui nous traversent malgré tout. Vous vous sentez en train de virer au rouge parce que vous n'arrivez pas à lutter contre vos pensées parasites. Ne vous laissez pas embarquer, des trucs tout simples. En cas de pensée, il faut faire diversion, on pourrait dire comme ça. Vous êtes en train de faire un triathlon et pendant l'épreuve de vélo, ben, vous allez vous mettre à compter vos coups de pédale. Si vous avez un coup de mou mentalement, un coup de faiblesse au niveau du moral, vous comptez vos coups de pédale. Ça paraît tout bête, hein, mais si vous faites un marathon, vous comptez vos foulées. Si vous êtes en train de faire pendant une épreuve, vous êtes en train de douter, vous dire ah, mais c'est pas ça, je suis pas sûre de moi, je suis peut-être à côté de la plaque. Vous êtes dérangé par des pensées parasites, bah, arrêtez tout. Vaut mieux s'arrêter quelques minutes dans ces cas-là. Cherchez le nom, cherchez le nom de vos profs en 6e, réciter une table de multiplication, énumérer les capitales des pays d'Europe, peu importe. C'est l'idée de faire diversion, de distraire votre esprit avec quelque chose. Il s'agit simplement d'enrayer le processus des pensées parasites, des pensées négatives qui pourraient vous polluer, de distraire votre esprit en mettant l'attention ailleurs, en
revenir ensuite à ce que vous étiez en train de faire, revenir à votre performance, mais pour avoir pu éteindre un petit peu l'agitation que vous pouvez avoir dans votre tête. Si on a cette pensée, on est capable de ça, on peut aussi être capable de faire de temps en temps, régulièrement, pour maintenir la performance, de faire un bilan de votre corps, c'est-à-dire un petit check-in pendant l'épreuve pour maintenir l'état optimal et pas attendre de réaliser que l'état s'est dégradé. Pensez régulièrement à faire ce check-in. Pourquoi pas d'ailleurs pendant une petite pause Pomodoro par exemple. Interrogez-vous en faisant le bilan de votre état du moment. Checkez à tous les niveaux, à tous les étages. Comment je me sens dans mon corps? Mes épaules, elles sont comment? Elles sont tendues. Ah, je relâche mes épaules. Mes bras sont comment? Je les sens crispés. Allez, je détends mes bras. Ma respiration. Je respire un peu court, je respire vite. En fait, je ne m'oxygène pas très bien. Allez, je vais allonger mes cycles de respiration. Je vais respirer profondément. Je vais faire des cycles de respiration complète, etc. Mon dos, il est comment? Mon dos, je suis plutôt courbée, j'ai une mauvaise posture. Allez, je me redresse. Je vais reprendre une posture plus tonique, plus ferme, qui va peut-être aussi faire revenir ma motivation. Mes jambes, elles sont un petit peu engourdies. Je vais activer mes jambes, je vais les étirer, je vais faire des contractions, des relâchements, je vais les faire bouger, etc. Le but, en fait, c'est de checker régulièrement pour être capable de maintenir l'état optimal pendant toute la durée de votre épreuve. N'attendez pas de dire « Ah là là, mais en fait, je suis complètement cramée, là, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de jus, j'arrive plus à me concentrer, j'ai mal partout. » Si vous faites des petits check-ins régulièrement, ça évite d'avoir à vous rendre compte qu'il n'y a plus rien, il y a plus rien sous la pédale. Laissez passer l'orage, bah oui, parce que prévoyez dans votre plan d'action qu'à un moment donné, il peut vous arriver d'avoir un gros coup de mou, un moment où vous vous sentez complètement à saturation, bloqué, plus moyen de vous concentrer, plus moyen d'avancer. Vous avez la sensation d'avoir atteint un point de rupture. Je donnais l'exemple, là, je me sens complètement cramée dans l'effort, je me sens vidée mentalement, j'arrive plus à réfléchir. Tout va bien, c'est normal, pas de panique, j'arrête tout, je me répète mentalement, c'est normal. On va juste dérouler le plan. Vous vous êtes préparé à toutes les éventualités. Vous stoppez tout et vous déroulez le plan. Météo intérieure, comment je me sens? Hop, respiration, je stimule ou je calme. Geste signal pour me recentrer, retrouver ma concentration. Objet ressource pour faire focus sur du positif. Je fais mes étirements. Je fais appel à mon image ressource, etc. Vous avez plein de trucs en fait. Vous avez, pendant votre préparation, plein de stratégies qui vous permettront de passer ce moment-là. D'avoir en tête que cette phase critique, une phase critique, ça dure en moyenne 5-10 minutes. C'est normal, c'est passager, ça va passer. Alors, utilisez ces 5 à 10 minutes pour vous remobiliser. Mettez en application le fruit de votre préparation parce que c'est précisément à ce moment-là qu'elle fait la différence, votre préparation. C'est exactement à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que ça valait le coup de faire une préparation. Je donne un exemple rapidement. Rafael Nadal, quand il perd un set face à un adversaire, le gars, il se remobilise, il se transforme complètement. Il va activer tous ces trucs pour se remobiliser, concentration, énergie, technique, motivation, etc. Le gars, il se transforme en machine de guerre. Ça fait peur à l'adversaire parce qu'on se dit, voilà, là, il est en colère, il va reprendre le dessus. Vous prenez un autre exemple, quand vous prenez Benoît Paire, qui est l'exemple un petit peu caricatural, mais je le prends quand même. Benoît Paire, il va perdre 2 jeux, il va casser 3 raquettes, il va perdre tous ses moyens. Au final, on sait que les deux sont de très grands joueurs, Benoît Paire également, mais c'est Raphaël, c'est quand même lui qui ramasse tout pendant les tournois du Grand Chelem. Donc c'est que lui, ce petit truc en plus qu'il a lui, cette capacité à se canaliser, à se contrôler, à se remobiliser, ça fait vraiment toute la différence. Alors, rapidement, gérer la douleur et la difficulté parce que ça peut aussi faire partie de la compétition. Ça peut être de la douleur, ça peut être chez un candidat à un concours, une difficulté de compréhension, un trou de mémoire, peu importe. Encore une fois, la préparation mentale, ça sert à ça, c'est prévoir ces éventualités. Qu'est-ce qu'on fait? On n'ignore jamais la douleur, on n'ignore pas la difficulté, on n'est pas dans le déni, on ne fait pas l'autruche, ce ne serait pas une bonne stratégie. Quelle que soit la durée ou la difficulté de l'épreuve, à un moment ou à un autre, vous allez peut-être souffrir. Ça fait partie du jeu, j'ai presque envie de dire. C'est ce qui d'ailleurs rendra la performance encore plus belle, encore plus riche. Donc, ne craignez pas votre douleur ou votre difficulté. Au contraire, accueillez-la comme elle vient. Elle fait partie de l'épreuve. C'est la douleur ou la difficulté qui va vous rendre plus fort aussi après ça. Faites juste une lecture saine, objective de la situation pour identifier la cause du problème. Repérez dans votre plan d'action ce que vous pouvez mettre en place et remédier calmement à la chose. Il s'agit peut-être simplement d'adapter le rythme ou de changer de tâche si c'est une épreuve écrite, par exemple. Savoir quoi faire ou quoi penser, à quel moment, stratégiquement, pour faire face à cette difficulté. Si vous courez, vous adaptez le rythme.
vous changez peut-être, vous adaptez la longueur des foulées, vous vous mettez peut-être un peu à marcher, voire même à vous arrêter pour pouvoir vous étirer, pourquoi pas. Si vous êtes bloqué sur votre copie, vous passez à la partie suivante, vous capitalisez peut-être sur tous les sujets que vous maîtrisez pour revenir ensuite sur les points bloquants parce que ça vous aura évité de perdre du temps. Retenez que ça fait partie du jeu, mais si ça vous démotive, cela dit, si vous perdez espoir, si vous vous demandez pourquoi vous vous infligez ça, cette douleur ou ces difficultés, eh bien, il y a peut-être l'idée de se dire en amont, définissez votre mission. Si vous êtes inscrit à une épreuve, à une compétition, à un concours, si vous vous êtes entraîné, si vous avez fait tous ces efforts, c'est que vous avez un but, c'est que vous avez un objectif. Vous rappelez de ce but, de cet objectif, ça peut suffire à vous redonner du courage, à vous faire passer le moment difficile, à retrouver de la motivation. Si vous aimez, vous avez une petite baisse de régime. Identifiez la raison exacte qui vous motive, qui motive cette démarche, pourquoi vous le faites, au nom de quoi, etc. Admettons, si je me mets à courir et qu'à un moment donné j'ai mal, je me dis, bon, bah, moi j'ai tendance à me rappeler, bon, rappelle-toi que tu as des kilos à perdre et que ça me redonne de la motivation, par exemple. Pour se transcender, pour aller au-delà des limites, pour optimiser la performance, associez votre objectif à une mission. Ça peut être pour vous sentir fier de vous, pour tout simplement rendre fier votre entourage, pour vous affirmer. Ça peut être pour plein de raisons. Vous pouvez le faire pour servir une cause en particulier. L'idée, c'est de définir qu'est-ce qui peut être générateur de motivation, qu'est-ce qui peut me permettre de dépasser complètement ce que je suis en train de vivre comme difficulté. Et puis, dernier point, je me dépêche parce que je sais que Claire a encore des choses à vous dire. N'oubliez pas de sourire. Dernière astuce pour créer les conditions optimales, pour fournir une bonne performance, souriez. Si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas entraîné, si vous n'avez pas révisé, sourire ne va pas changer grand-chose à l'épreuve. On pourra juste dire que vous échouez avec panache. Mais le simple fait de prendre du plaisir, que ce soit pendant vos entraînements ou pendant votre compétition ou votre épreuve, ça va avoir une incidence. L'idée d'être content d'être là, d'être dans un état d'esprit positif, ça va permettre de sécréter plus d'hormones positives, l'endorphine, la sérotonine, la dopamine. Ça va encourager les pensées positives, ça va faire baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, ça nous maintient dans un état plutôt positif. Ça paraît tout bête, ça paraît tout simple, mais ça peut faire aussi la différence. Je reviendrai sur ce QR code peut-être à la fin. Je laisse la parole à Claire pour lui laisser le temps de finir sur la récupération. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. On arrive à la fin. De toute façon, je vais aller vite quand même sur cette dernière partie. Mais effectivement, on tenait quand même à terminer par cette dernière phase de récupération. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut avoir tendance un peu à oublier une fois que l'épreuve est faite. Voilà, hop, c'est bon, on n'en parle plus. On se remobilise peut-être pour la suite ou alors simplement, voilà... On va un peu vite sur cette étape-là, et donc je trouve que c'est quand même important de vous en dire quelques mots. Alors, sur le plan psychique, la première chose que moi j'aurais eu envie de dire, peut-être parce que c'est moi-même le genre d'étape que je peux être amenée à squeezer un peu trop vite, c'est de prendre le temps de célébrer votre fin d'épreuve, qu'elle soit, comme Corinne vient de le dire, qu'elle soit réussie ou pas. Après, on peut questionner aussi la notion de réussite. Quelque part, c'est toujours une expérience de toute façon qui sera utile. Mais c'est important de prendre ce temps pour célébrer. Alors, je questionnerai également Anthony la semaine prochaine, je pense, sur ça, puisque voilà, de nos brefs échanges qu'on a pu avoir, voilà, il m'expliquait qu'il avait toujours besoin de se mettre des challenges, etc. Mais c'est, je trouve, important de prendre un minimum de temps pour simplement se poser, voilà, comme je viens de le faire naturellement, de prendre une respiration un peu calme et puis de faire un temps de bilan et puis tout simplement d'être dans la joie de bah, c'est bon, c'est fait, je me suis préparée, etc. De porter un regard sur le temps écoulé, sur comment ça s'est passé et puis simplement de pouvoir profiter de ce moment où voilà, on a clôturé, il y a quelque chose qui s'est terminé et ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Et pas forcément tout de suite. Je repense à ce que je vous disais sur les profils tout à l'heure de Fleur de Bac, Rockwater, le profil qui a tendance à être très exigeant. Ça peut être aussi une tendance qu'il a à ne pas se poser suffisamment simplement pour se féliciter de ce qui vient de se passer, quel que soit le résultat, encore une fois. Et toujours de soit porter un regard uniquement critique et négatif sur ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, ou d'ores et déjà se remobiliser en disant bah oui mais ça j'ai pas encore fait donc je vais aller, voilà, et d'être soit dans le passé soit dans le futur et finalement de ne pas donner suffisamment de temps à cet instant présent qui est important.
Alors ensuite, on vous l'a dit toutes les deux avec Corinne, hein, dans ce jour J et dans cette mobilisation le jour J, dans le système nerveux qu'on appelle le système nerveux autonome, on a la branche orthosympathique, donc celle qu'on a vraiment sollicitée pendant l'épreuve, hein, qui est la branche de l'action, de la réaction, du stress. Et forcément, tout ça, c'est une histoire de balance, donc ça va être très important. Plus on a sollicité cette branche de l'action et du stress, plus il va falloir remobiliser et réenclencher le parasympathique, qui lui, à l'inverse, est le moteur de la récupération. Donc, évidemment, qui dit parasympathique, qui dit récupération, dit de s'accorder du repos. Alors, ça paraît un peu bête à dire, mais c'est peut-être important de vous dire, bon, bah voilà, j'ai eu une grosse épreuve sportive, bah voilà, la semaine qui va suivre, soit je ne fais rien, soit pour les sportifs vraiment acharnés, c'est pas forcément possible, soit je vais volontairement là, aller vers des activités un petit peu plus douces, je vais refaire plutôt un petit peu de yoga avant de remobiliser des choses trop impactantes. Et si c'était une épreuve, un concours, un examen, une grosse échéance professionnelle, et ben de se dire et pourquoi je ne m'accorderai pas un jour de congé juste après ou la semaine d'après. Enfin voilà, réfléchissez-y pour pouvoir vraiment vous accorder un temps de... Vous allez avoir le loisir de pouvoir simplement vous récupérer un peu. Toutes les activités, évidemment, qui vous font du bien, les activités de détente, les loisirs, les activités créatives, manuelles, etc. Tout ce qui potentiellement, peut-être pendant toute cette phase de préparation, vous avez un petit peu mis de côté ou négligé par manque de temps, par exemple. Et bien voilà, là, c'est le moment de vous accorder un peu plus de temps vraiment pour ces choses où vous savez que ça vous soulage le mental, que ça vous fait du bien, que ça vous canalise, etc. et que ça vous permet de penser à autre chose, tout simplement. Je ne reviens pas non plus sur tout ce qu'on a déjà beaucoup évoqué et très souvent avec Corinne, tous les exercices de respiration, la cohérence cardiaque, moi c'est ma petite chouchou dans les respirations parce qu'elle va instantanément enclencher justement ce système parasympathique. La méditation, toutes les approches qui en fait sollicitent un état d'induction légère, tout ça c'est des choses où le parasympathique va avoir des portes ouvertes pour s'installer. Sur le plan plus physique, alors un petit focus là important pour les sportifs. J'ai des amis qui font, j'ai un ami notamment qui fait du trail justement, et qui me racontait que voilà, le repas, ou c'est sa femme qui me le racontait, le repas qui suivait la fin du trail, c'était avec les copains et c'était de la bière, des frites, des burgers, enfin voilà, des trucs où ils ont fait tellement attention que voilà, ils se lâchent entre guillemets sur le repas d'après. C'est dommage parce que voilà, l'organisme a été quand même très très sollicité, très acidifié. Les intestins entre guillemets prennent cher pendant une épreuve sportive, hein, parce que voilà, il y a tout un processus qui se passe d'adaptation qui fait que les intestins, voilà, ils sont un petit peu sollicités. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, sachez que le repas qui suit doit être vraiment un repas qui va apporter des bases, des aliments alcalins pour tamponner toute l'acidité qui a été créée par l'épreuve. Donc, les légumes à foison, un petit peu de glucides, ça c'est OK pour remonter les réserves, mais pas encore beaucoup de protéines. Ça, c'est vraiment important parce que ça reste acidifiant. Le corps n'a pas besoin de ça tout de suite après l'épreuve. Et évidemment, je le remets ici, mais je ne m'y attarde pas, reminéraliser, le plasma marin, le pollen frais, tout ça, c'est des choses qui sont tout aussi pertinentes et intéressantes post-effort, post-épreuve, on va dire, pour remobiliser et recharger les batteries de l'organisme. Probiotiques, j'en dis juste un mot, les probiotiques, vous le savez, hein, c'est redonner des bonnes bactéries au niveau des intestins. Pourquoi ça peut être pertinent? Parce que je vous le disais, hein, pendant une épreuve sportive intense, en fait, les intestins vont être forcément et fatalement un peu abîmés. Pourquoi? Parce que tout le sang est mobilisé vers les muscles, hein, bien sûr, pour l'épreuve sportive et pour que les muscles soient au taquet et efficaces. Et donc, au moment où on arrête l'activité sportive, il y a un espèce de mouvement sanguin qui fait que le sang réafflue au niveau des intestins. C'est un phénomène qui s'appelle l'ischémie-reperfusion. Et en fait, ce mouvement de reflux et de sang qui revient dans les intestins, ça peut abîmer, créer de l'inflammation au niveau des intestins et notamment au niveau de la muqueuse intestinale. Donc, post-effort, selon évidemment les cas, hein, mais ça peut être tout indiqué de rééquilibrer un petit peu la flore intestinale, voire d'aller un petit peu plus loin, même sur des choses en micronutrition ou certaines choses spécifiques qui vont permettre la réparation et de calmer l'inflammation qui est due à l'effort sportif très intense. Je termine avec cette petite recette qui peut-être vous fait de l'œil, le smoothie de récupération. Alors ça, c'est bien après l'épreuve. C'est tout à fait aussi intéressant pour les sportifs après un entraînement. Enfin voilà, en boisson un petit peu de récupération de tous les jours. La banane, là, on est vraiment sur l'aliment qui va apporter quand même du glucose et du potassium, toujours hyper intéressant pour les crampes et les courbatures. Le concombre,
c'est très très riche en eau, donc là il est vraiment sur l'aspect de la réhydratation. L'eau de coco fraîche est intéressante parce qu'elle est très reminéralisante, elle est assez connue en général du milieu sportif. Et tous les légumes verts sont intéressants pour tous les minéraux que ça va apporter, c'est très riche en chlorophylle, etc. Donc un peu de céleri, du chou kale, il est bien connu, épinards, etc. À la place de la banane, vous pouvez aussi penser à la pomme, par exemple, qui peut venir contrebalancer un petit peu, parce que si vous faites un petit jus céleri, chou kale, épinard, franchement, au niveau goût, ça peut être un peu rude. Donc voilà, pensez à mettre soit un peu de banane, soit de pomme, par exemple, ou un autre fruit en petite quantité pour venir balancer un petit peu et avoir quelque chose de plus agréable en goût. Voilà quelques éléments de réponse sur la récupération. Merci de votre attention. On va regarder s'il y a des questions. Je ne sais pas si... Alors, je regarde. Oui, il y a une question. Ouais. Alors, quels probiotiques privilégier? Comment les choisir? Un petit cocktail simple à conseiller. Alors, quel probiotique privilégier? Oh là là, impossible de vous répondre en 1 minute parce que probiotiques, alors c'est très compliqué de vous répondre parce que en fait, il y a énormément de souches de bactéries différentes. Je peux juste vous inviter à pas acheter n'importe où, n'importe quoi. Je peux vous donner quelques indications en termes de posologie, c'est-à-dire qu'un probiotique efficace, je parle pour une posologie adulte, il faut que vous puissiez être à un dosage minimum de 10 milliards de bactéries, soit par gélule, soit par sachet, selon la forme. Il faut que ça soit suffisamment dense en termes de bactéries pour que ça soit efficace. Comment les choisir? Je vous le dis, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de critères. Les qualités sont très variables selon les laboratoires. Vous pouvez éventuellement vous faire conseiller en pharmacie, mais bon, je ne peux pas vous assurer que ça sera... Bon, en tout cas, c'est pas des produits risqués. En pharmacie, c'est contrôlé quand même. Donc, voilà, petit cocktail simple à conseiller. Après, ce que je peux vous conseiller là plus facilement aussi, c'est des probiotiques alimentaires. C'est-à-dire que ce qui va être hyper intéressant, c'est tout ce qui est boisson fermentée. Si vous connaissez un petit peu, par exemple, le kéfir ou le kombucha, le kéfir, c'est encore mieux parce que vous pouvez le faire, le kombucha aussi, mais c'est plus compliqué, je trouve. Le kéfir, vous pouvez le faire vous-même. Un verre de kéfir tous les matins. C'est un super probiotique naturel, très facile à faire. Et on peut trouver des grains de kéfir à se refiler comme ça sur le marché noir du kéfir. Sur le marché noir du kéfir. Ouais. Du kéfir de contrebande. Du kéfir de contrebande. Non, mais c'est des choses qu'on se transmet, des grains de kéfir, voilà. Ouais. Ok, alors on n'a pas d'autres questions. Si, l'Octabiane, est-ce que c'est bien? Alors attends, je vais essayer de le lire en même temps. Ah oui, alors ça doit être Lactibiane, je pense. Lactobiane, ça n'existe pas. Je pense que c'est la gamme Lactibiane du laboratoire Pilège qu'on trouve en pharmacie. C'est une super gamme. Ils ont plein de probiotiques différents. Le classique, s'il n'y a rien de particulier, c'est Lactibiane référence. Après, ils ont d'autres gammes un peu plus spécifiques. Mais en tout cas, vous pouvez y aller en toute confiance. J'ajouterai juste simplement que le QR code que vous avez retrouvé sur la page des ressources vous renvoie sur un site. Le site a juste un petit problème de chargement des vidéos, même celle de la semaine dernière. Donc rassurez-vous, vous pouvez conserver ce QR code de côté pour faire votre préparation mentale. Les vidéos ne devraient pas tarder à être chargées, je pense, d'ici ce week-end. En tout cas, j'espère. Eh bien, c'est parfait. Merci, mesdames, pour tous ces bons conseils pour le jour J. Je me sens déjà bien plus performant. Merci à vous. Et puis, Alexandre s'est inscrit pour le prochain marathon de Paris, du coup, dans l'intervalle. C'est ça. Voilà, par exemple. Voilà. C'est parfait. Et surtout, on se retrouve, nous, Claire, la semaine prochaine avec Anthony Louis, alpiniste, qui permettra certainement d'entendre plein de bons conseils. Et puis Corinne, au plaisir de se retrouver sur d'autres aventures avec la MMJ Prévention. Voilà, merci à vous. Avec plaisir. Merci à tous et à bientôt. À bientôt, merci à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Claire. Je vais mettre tout de suite le petit lien qui va nous permettre justement, pour les personnes qui ne seraient pas encore inscrites, à s'inscrire pour vendredi prochain. Et puis j'ai lancé évidemment le petit sondage pour terminer.